Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous, heureux aujourd'hui d'être invité par Dalila Guillot. Alors Dalila, on se connaît. Dalila, c'est la dirigeante d'ETF Coaching. Tu vas revenir un petit peu sur qui est ETF Coaching et pourquoi ce nom. Tu es aussi l'ex-secrétaire général de la Fédération européenne de coaching. Ça en jette comme ça. Donc voilà, tu vas nous expliquer ce que c'est exactement. Et tu nous accueilles aujourd'hui dans tes superbes locaux professionnels à Rennes. Et un grand merci pour ta dispo. Tu vas bien ? Ça va, merci Florent. Merci. Je t'en prie Dalila. Alors, Dalila, tu es la première personne que j'interviewe sur ce podcast qui va nous parler du coaching et du coaching professionnel. D'accord ? Avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours professionnel avant le coaching et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans tes réflexions pour basculer effectivement et devenir dirigeante, entrepreneur et dirigeante d'ETF Coaching ? Vaste sujet. Alors, j'ai un parcours assez classique. J'ai suivi des études d'ingénieur. J'ai fait AgroParis. Et machinalement, j'ai intégré des groupes agroalimentaires. Donc, j'ai passé 7 ans dans le groupe Mars, 5 ans chez Lactalis, 4 ans chez Euralis et Agrial. Et j'ai eu un parcours évolutif, où j'ai passé plus de 15 ans sur des postes de direction marketing. D'accord. Voilà. Et j'ai pu, du haut de mes 15 ans, en fait, constater que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de casse sociale que les gens étaient forcément bien. Voilà. Il y avait quelque chose que j'avais envie de comprendre et je ne savais pas ce que c'était. Oui, tu n'as pas vécu dans ces entreprises des moments compliqués, collectifs, de plans sociaux, des choses comme ça ? Sur une période de 15 ans, dire que tout était rose, sachant que j'étais pas dans les 30 glorieuses, ça serait un peu... Okay. D'accord ? Si, il y avait des hauts et des bas. Maintenant, me concernant individuellement, j'ai vécu une superbe expérience. D'accord. Et j'ai envie de dire, ce que je suis aujourd'hui est le fruit de ces différentes expériences. D'accord ? Okay. Et j'ai la conviction aujourd'hui que j'ai toujours eu un coach qui sommeillait en moi. Okay. Voilà. Quand j'ai compris en fait sa petite tension qu'il y avait en moi, j'ai décidé d'aller chercher plus loin. Et c'est comme ça que je me suis formée en fait à l'accompagnement au changement. Donc ma Bible, parce que l'une des expertises en fait du cabinet sur lequel je vais revenir s'il y a des questions, c'est vraiment l'expertise d'accompagnement au changement, sachant que c'est pas quelque chose de nouveau. Le changement, il a toujours existé, il est inéluctable, il est partout. Il est permanent. Il est permanent, je veux dire, à commencer par nous les hommes, l'évolution, je veux dire, la théorie de Darwin, on l'a tous apprise à un moment donné. Et je me suis en fait intéressée au processus où j'ai envie de dire à la méthodo ou à la pédagogie qui avait été mise en place par Jim Collins. J'ai eu la chance d'avoir vécu aux États-Unis, donc imprégnée d'une culture anglo-saxonne. J'ai eu également la chance, car je considère vraiment que c'est une chance, de débuter ma carrière au sein du groupe Mars, qui est un groupe américain, fortement imprégné par la culture anglo-saxonne. Et donc, pour moi, on parlait le même langage avec Jim Collins. Jim Collins, d'ailleurs, son bouquin, c'est ma Bible, c'est mon livre de chevet. En anglais, c'est From Good to Great. Et quand on tente, en fait, de le traduire en français, c'est comment passer de la performance à l'excellence. Ok. En fait, la performance, c'est le pilotage technique et économique d'une entreprise. Et ce qu'il dit, c'est qu'on atteint l'excellence lorsque l'on continue à piloter techniquement et économiquement l'entreprise et qu'on embarque le collectif humain.
Donc, il prône le management par les valeurs, il prône la stratégie du « et » qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire c'est business et changement de comportement, c'est pas l'un ou l'autre. C'est la stratégie des 3 V, c'est vitesse, volonté, vérité, la vérité réelle sur les problématiques, la volonté du dirigeant à vouloir avancer pour les résoudre, et puis la vitesse dans le déploiement, sachant qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on s'en empare pas vite, c'est la machine à café qui s'en empare. Et là, ça peut commencer à être délétère. Ok. Donc, je vous ai parlé donc de cette formation sur l'accompagnement au changement. Ça, tu l'as fait cette formation pendant que tu étais oui, j'avais directrice marketing dans une société. Exactement, exactement. En fait, j'ai une soif continue de formation, d'études. J'étudie continuellement. En ce moment même, j'étudie. Donc, c'est quelque chose d'intrinsèque chez moi. C'est ma bulle d'oxygène. Il y en a, certains vont se balader. Moi, c'est le fait d'étudier, de lire, de me former et de côtoyer les pairs des études que j'entame. Les pairs, pas P-A-I-P-E-R, c'est-à-dire soit les fondateurs de méthodes, soit des personnes qui ont vraiment un bagage. C'est quelque chose vraiment qui me passionne. Et très vite, en fait, quand je me suis intéressée à l'accompagnement au changement et à toutes les problématiques que ça génère, je me suis rendu compte qu'on n'était pas schizophrène dans la vie, c'est-à-dire que, et je suis désolée d'utiliser ce terme, je sais que voilà, il y a un domaine de compétence par rapport à ce terme. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas soit dans la vie privée, soit dans la vie professionnelle. J'entends souvent, oui, mais ma problématique, c'est du pro. Oui, mais ma problématique, c'est du privé. Je laisse, j'écoute, j'accueille, parce qu'en fait, notre individualité, en fait, notre personne, c'est un tout. Et je me suis rendu compte que pour qu'une personne soit bien, je vais tempérer, que l'une des façons pour qu'une personne soit bien, c'est qu'elle puisse travailler sur ses piliers de vie. Donc quand on dit ça, on se dit oulala, et ben même pas peur, j'ai osé, et je suis allée creuser ce que ça voulait dire. Il y en a 6. Le premier, et les psychothérapeutes ou les psychologues surtout sauront mieux en parler que moi. Moi, j'ai eu la chance d'être formée sur le sujet par Alain Quérol, qui nous a quittés cette année. Je buvais ses paroles. C'est une personne qui a importé en fait l'accompagnement PNL, qui est la programmation neurolinguistique en France, des États-Unis. École Palo Alto, dans les années 60, il a apporté ça en France et il l'a démocratisé. Et c'est le fondateur de l'Institut international de coaching de Genève. Et les 6 piliers disent quoi ? C'est qu'il est important de vivre en phase avec ses valeurs. Bon, les valeurs, on en entend parler partout. Je ne parle pas des valeurs qu'on placarde sur un mur ou sur un site internet. Moi, si je vous envoie, voilà, si je t'en envoie là, une liste, j'ai une liste d'une centaine de valeurs, tu seras d'accord avec la centaine de valeurs. Je me trompe pas trop quand on dit qu'on est tous OK avec la liberté, la responsabilité, la bienveillance, l'autonomie, etc. Sauf que on a tous 3 ou 4 valeurs fondatrices, et lorsqu'on n'est pas bien, c'est qu'il y a l'une de ces valeurs qui est ébranlée. Le tout est de le savoir. Soit on le sait et on règle le problème, et on va mieux, et tant mieux. Soit on le sait et au moins on a posé en fait le problème, et là aussi on va mieux. Okay. D'accord ? Premier pilier. Tu veux réagir, Florent ? Oui, je vais réagir parce que tu vas trop vite. D'accord. Tu vas nous en parler, parce que c'est hyper important pour moi de comprendre ce qu'est le coaching, et tu es en train d'aller sur ce terrain de jeu, mais tu n'as pas été au bout de ma question. C'est en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Oui, c'est vrai. Pour avoir fait la transition entre directrice marketing chez ton dernier employeur, oui, et créatrice d'entreprise et fondatrice, dirigeante de TF Coaching. Et on va revenir sur l'autre sujet que tu commences à aborder. Donc, les 6 qui est hyper important, que je ne vais pas détailler et sur lesquels je vais revenir. On va revenir dessus. Et je me suis rendu compte que j'ai fait en sorte de mélanger les 2 outils intellectuellement. Je n'étais pas coach, voilà. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ça ? En tant que manager, c'était complexe. J'étais un manager qui avait des équipes, qui étaient très orientées performance. J'avais pas forcément la prise de recul nécessaire pour accompagner bien comme il faut mes équipes. Je veux dire, la performance était au-dessus de tout. Et c'est pas parce qu'on prend un café le matin avec ses équipes qu'on est un manager bienveillant. D'ailleurs, j'en reparle parfois avec mes anciens collaborateurs de ça, ou mes anciens supérieurs. C'est intéressant, cette prise de recul. Et je me rappelle, un jour,
je partais à Bruxelles. J'étais dans le Thalys. Et je discutais avec une personne qui était à côté de moi sur cette découverte, ce qui me passionne, toutes les lectures que j'avais. Et de fil en aiguille, alors je connaissais pas du tout cette personne, je lui dis, voilà, je n'ai jamais assisté à un pot de départ d'un directeur marketing, d'un pot de départ à la retraite d'un directeur marketing. En général, on se fait virer avant. Ouais. Voilà, quand les résultats sont pas bons, c'est soit le directeur commercial, soit le directeur marketing. Bon, je caricature un peu. En tout cas, personnellement, j'avais jamais participé à un pot de départ d'un directeur d'usine, oui, d'un directeur industriel, oui, pas d'un directeur marketing. Bon, certains vont me contredire certainement. Et je lui ai dit, donc, ce petit truc-là que j'ai entre les mains, j'ai envie d'en faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je sais que ça sera le job que j'aurai vers la cinquantaine, parce que je veux me prendre en charge. Je ne veux pas forcément être patronne d'une boîte, j'ai juste envie d'être patronne de ma propre vie et décider moi-même de ce que sera la suite, en fait. J'adore mon métier de directrice marketing, j'adore ça. J'ai adoré, j'adore et je pense que j'adorerai toujours. Et en même temps, c'est ce que j'ai envie de faire quand j'aurai 50 ans, ou autour de la cinquantaine. Transition de vie, on appelle dans le langage du coach. Voilà, on discute. Arrivé à Bruxelles, il me donne sa carte et il me dit que lui, ça faisait 20 ans qu'il faisait ce métier et que le jour où je déciderais de me lancer, que je pouvais l'appeler et qu'il me prendrait sous ses ailes. Et je l'ai appelé 48 heures après. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Très, très belle histoire. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a ouvert son... Et du coup, tu as rejoint son équipe, tu as créé avec lui ETF Coaching, qu'est-ce qui s'est... En fait, j'ai eu un chouette cadeau. C'est vraiment... Je ne peux pas lui donner une valeur tellement il est inestimable pour moi. J'ai eu la chance d'accompagner une personne experte de son domaine pendant 1 an sur quasiment toutes ses missions de coaching individuel auprès de grands dirigeants et de leurs équipes de direction, de coaching collectif, et surtout, c'était une personne qui excellait dans l'accompagnement au changement, dans les démarches d'accompagnement au changement sur des plans de transformation. Il m'a appris qu'un coach n'était pas un magicien. Et avoir cette chance-là, c'est phénoménal et je l'apprécie d'autant plus que je connais le métier aujourd'hui. Et on sait que la confidentialité, par exemple, ça fait partie en fait de la déontologie du coach. Et donc, on est parfois dans des situations complexes face à des jeunes coachs qui se forment. Pour les prendre avec nous, où est-ce qu'on met le curseur ? C'est comme certaines professions qui sont soumises à ce type de confidentialité. C'est-à-dire, est-ce que je peux prendre un stagiaire qui n'est pas couvert par le contrat et donc non rattaché au code de déontologie sur des problématiques qui concernent des clients avec qui j'ai signé une confidentialité. Voilà. Il a su, il faut être bien entouré. On est coach, on n'est pas avocat d'affaires, il faut être bien entouré pour caler tout ça. Et en tout cas, ça a été une sacrée chance. Okay. Une sacrée chance. Et donc, tu as créé ETF Coaching en quelle année ? J'ai créé ETF Coaching le 31 juillet 2017. Donc, en 2017, je rentre dans la 6 ou 7e année, je ne sais plus. ETF, c'est pour enthousiasme ton futur. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si tu avais l'intention de me poser la question, mais ça me tient à cœur de dire pourquoi cet acronyme. Vas-y. J'ai une double culture anglo-saxonne et latine. ETF, c'est enthousiasme dans le futur en français, c'est enjoy the future en anglais, parce que j'ai la conviction profonde que l'on ne prend pas un coach uniquement lorsque l'on a des problèmes ou que l'on est en détresse ou en situation inextricable. On prend un coach lorsque l'on a compris que pour continuer à aller de l'avant, il était important d'avoir un regard externe pour se challenger, se poser les bonnes questions, pour continuer à avancer et avoir les bonnes réponses. Ok, très très clair. Merci. Alors, on va revenir sur le coaching. Pourquoi j'ai voulu réaliser cet épisode ? Parce que j'ai été sollicité par de nombreux coachs qui m'ont appelé, qui m'ont contacté sur LinkedIn en disant voilà, j'aimerais bien être interviewé, j'aimerais bien parler de mon métier, etc.
Et je me suis retrouvé un petit peu embêté en me disant, mais c'est des coachs que je connaissais pas, honnêtement. Et pourquoi plus l'un que l'autre, etc. Et donc, c'est là où je t'ai appelé, parce que je te connaissais. On a, et pour tout le monde, travaillé ensemble chez Lactalis. Donc, c'est aussi là où on s'est rencontrés la première fois, mais dans une autre vie, pour nous deux. J'ai fait mon bonhomme de chemin, tu as fait ton bonhomme de chemin, etc. Et je me suis dit, voilà, on va parler du coaching. Les personnes qui nous écoutent sont principalement des professionnels RH et sont aussi très souvent sollicités par un certain nombre de coachs qui viennent vers eux en leur disant, voilà, vous aurez peut-être besoin de nous, de moi, pour vous aider sur des problématiques collectives ou des problématiques individuelles. Ou des fois, et moi ça m'est arrivé en tant que RH, me dire, mais j'ai une problématique, effectivement. Je viens sur le côté, effectivement, où on appelle un coach quand il y a un sujet. Mais quand on est RH, souvent, on vient nous voir quand il y a un problème. Donc, et je me dis, mais j'appelle qui, en fait? J'appelle qui? J'aimerais bien que tu continues ce que tu as commencé à aborder sur les piliers. Et peut-être sur aussi, c'est quoi le coaching? En fait, c'est quoi la définition du coaching? C'est quoi ta définition du coaching? Ok, donc je commence par les piliers. Vas-y. Ok. Alors, les piliers, il y en a 6. Pour reprendre, le premier pilier, c'est le pilier des valeurs, d'accord? Il est important d'être aligné avec ses valeurs. L'alignement, c'est quoi? C'est ce que je fais est en cohérence avec ce que je pense, est en cohérence avec ce que je ressens, d'accord? Je m'amuse souvent à dire que Descartes nous a pourri la vie pendant 200 ans sur « je pense donc je suis ». Et au nom de quoi, j'ai envie de dire, ce que je ressens n'a pas son importance, d'accord? Ça, c'est encore un autre sujet sur les thématiques que j'accompagne. Le deuxième pilier sont les besoins. Il est important en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que dirigeant, en tant que collaborateur, en tant que membre d'une famille, etc., d'être en capacité d'identifier ses besoins et de les exprimer. L'autre n'est pas dans notre tête. Un mari n'est pas dans la tête de sa femme, un collaborateur n'est pas dans la tête du manager, et inversement, etc., etc. Le « je croyais que » à ses limites. On a une co-responsabilité. Si on ne dit pas ce dont on a besoin, on ne peut pas à un moment donné reprocher à l'autre de ne pas y répondre. C'était mon anniversaire, tu aurais pu me ramener un bouquet de fleurs. Mais moi, je savais pas que tu voulais un bouquet de fleurs. Bon, bref, je vulgarise exprès. Le troisième pilier, ce sont les limites. Il est aussi important de connaître ses limites et de savoir les poser. Si j'ai un travail, un poste encadré par des horaires et que je dois finir à 17h et que je finis tous les jours à 19h, c'est qu'à un moment donné, je n'ai pas posé les limites. Poser des limites, ce n'est pas être autoritaire, ce n'est pas être agressif. Il y a une façon de le faire. Ça appelle la notion du cadre, en fait. Le cadre doit être clair. Dans plus de 80% des dysfonctions dans les équipes ou dans les organisations, aujourd'hui, et je le dis avec une certaine assurance, c'est un souci de cadre. Soit il n'est pas défini, soit il est mal défini, soit il n'est pas compris, soit il est mal compris, soit il n'est pas communiqué. Voilà. Je suis au troisième pilier, je crois. Donc le quatrième, c'est ce qu'on appelle le zéro parasitage. Il est important de déparasiter ses relations, son agenda, sa charge mentale, etc. Aujourd'hui, en fait, on gère plein de choses. On a l'impression que tout est important, tout est essentiel, en fait. Ça appelle la notion de l'urgent important. Donc, tout est urgent et important, 80%. Donc, quand je travaille avec un cadre dirigeant ou un comité de direction, l'urgent important ne doit pas dépasser les 25%. Pour pouvoir avoir le temps de travailler sur des sujets structurants, qui, eux, sont importants, non nécessairement urgents. Et lorsque c'est urgent, qu'on ait la capacité de déléguer, donc savoir s'entourer. Le zéro parasitage, c'est clé aujourd'hui. C'est clé, que ça soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu privé. On en parlait, je ne sais plus quand, sur la foultitude des after-work qui poussent comme des champignons partout. Les collaborateurs, ils en ont marre des after-work professionnels. Ils veulent juste rentrer chez eux. Sauf que la limite entre c'est du off, vous n'êtes pas obligé, mais ça serait bien quand même d'être là, parce que voilà, ça se voit. Voilà. Donc ça c'est le quatrième pilier. Le cinquième pilier sont les super réserves. C'est important d'avoir des réserves en temps, des réserves en énergie. Il y en a plein d'autres, pour pouvoir en fait avoir de la bande passante pour faire face aux aléas. Si on a la tête sous l'eau, comment voulez-vous pouvoir faire en fait, je dis vous, mais je parle en fait
aux personnes qui nous écoutent, ou c'est un vous général, c'est pas forcément toi, Florent. Sauf qu'à un moment donné, sinon, comment ça s'appelle déjà ? On n'a pas de prise de recul. J'entends souvent parler de ça. La prise de recul, elle vient pas. Ce n'est pas forcément une compétence. On la met dans le champ des compétences. Bon, certaines personnes vont me contredire, vont me dire c'est une compétence. Ok, c'est pas le sujet. Sauf qu'il faut être en capacité de prendre du recul. J'aime bien l'expression d'Einstein que si vous passez votre temps à juger un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide en fait. Donc ça c'est pareil. Et le dernier pilier, c'est d'être inconditionnellement constructif et positif. On peut être pessimiste, on peut être optimiste, ça c'est une nature. Voilà, on va pas aller contre la nature. Maintenant, être constructif, c'est un état d'esprit. Il y a des pays qui le sont plus culturellement que d'autres. La chance, c'est que ça s'apprend. Et la chance, c'est que ça se traite aussi en coaching, donc professionnel. Donc voilà, un exemple sur l'état constructif. Voilà, je peux avoir par exemple une maison, un appartement avec un petit salon, alors que tous mes amis en ont un grand. Donc je peux passer mon temps à me plaindre en me disant moi il est petit, non, etc. J'ai pas les moyens de déménager, etc., etc. Ou je peux me dire, j'ai un petit salon, c'est vrai. De toute façon, c'est une donnée de base, je ne peux pas déménager. Je vais le peindre en blanc, je vais mettre des miroirs pour donner de la perspective, et je vais le aménager avec des meubles légers, non denses, pour aérer la pièce. Ça, c'est l'état constructif. Même si, à un moment donné, on préférait avoir plus grand, et ça s'appelle de l'ambition, c'est autre chose. D'accord ? Ok. Voilà. Alors, j'aimerais me mettre à la place d'un RH. Qui sent qu'il a besoin de coach dans son organisation, dans son entreprise. Comment est-ce qu'on peut, quand on est RH, quand on est DRH, RRH en entreprise, évaluer efficacement les besoins en coaching que l'on peut avoir au sein de son entreprise et identifier peut-être les domaines où le coaching va être le plus bénéfique? Comment est-ce qu'on fait? Quand un manager vient nous voir en disant « je crois que j'ai besoin de coaching ». Ça, c'est hyper difficile quand tu es RH, parce que des fois, tu n'es pas coach, tu n'es pas à l'aise avec ce sujet. Comment est-ce qu'on peut évaluer effectivement la réalité du besoin de ce coaching? Qu'est-ce qu'on peut mesurer? Alors, j'ai trop envie de répondre d'une certaine façon. Vas-y. Qui est, on a quasiment tous besoin d'un coach à côté de nous, d'un guide. C'est un luxe, ça devrait être la normalité. Quand je dis ça, je sors un petit peu du cadre de ta question et j'y reviens juste après. Moi, mon rêve, ça serait que mon métier n'existe plus dans 40-50 ans. C'est mon rêve. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que l'état d'esprit du coaching, la façon dont on l'entreprend, soit adossée de façon très proche à l'éducation de nos enfants et nos jeunes adultes, pour qu'ils arrivent armés dans la vie adulte, tant au niveau professionnel que niveau privé, personnel. Donc une personne qui commence à se poser des questions et qui pense potentiellement qu'elle a besoin d'un coach, en fait, soit on botte en touche, c'est possible, on n'a pas les budgets, on ne veut pas investir sur la personne, etc. On lui dit mais non, t'es ultra compétente, t'en as pas besoin, ou on n'a pas les budgets, ou qu'est-ce qui te fait dire que, ou c'est à la mode, ça va vite passer, etc., etc. Le coaching, c'est une démarche réflexive sur sa propre personne ou ses propres pratiques qui permettent de trouver des solutions ou des réponses à des questions qu'on se pose pour que l'on soit serein, que l'on soit aligné et tout ce que l'on fait face finalement, qu'on envisage de faire ou qu'on va faire, soit en cohérence avec qui nous sommes. Et du coup, ça sera la bonne décision parce que ça sera la nôtre, prise en conscience, d'accord ? Donc, un DRH, je peux comprendre en fait la difficulté du DRH, parce que le DRH est tiraillé. Il est tiraillé entre une direction qui donne parfois des objectifs par rapport à une vision globale, qui ne contient pas que la dimension RH, qui a la dimension commerciale, la dimension technique, etc., entre le développement des talents, entre les collaborateurs qui viennent dans leur bureau pour divers sujets,
Et dans ma bouche, quand je parle de problématique, en fait, ce n'est pas forcément un problème. Un problème, je le qualifie de problème. Une problématique, c'est une question que l'on se pose à un moment donné. Comment continuer à aller de l'avant, c'est une problématique. Ce n'est pas négatif en soi, d'accord ? La meilleure chose à faire, c'est de le mettre face à un coach. Pas de lui offrir la prestation de coaching. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'en fait, ça va soulever une autre question, c'est comment choisit-on des coachs oui, c'était ma question. En fait, c'était ma question derrière. D'accord. Est-ce que moi, en tant qu'RH, je dois avoir toujours un pool de 3-4 coachs que je connais et puis que je sollicite au cas où, ou est-ce que il n'y a pas de... Il faut individualiser, en fait, par rapport à la problématique de la personne, le bon coach qui intervient. C'est ça. Donc, si je termine la première réponse, le mettre face à un coach est clé. Un coach professionnel, c'est vrai que Florent, tu dis souvent coach. La vraie dénomination. Si je suis puriste, si je me conforme à la dénomination de mon métier, c'est coach professionnel. Parce que coach est un terme générique. C'est le mot qu'il y a derrière qui qualifie ce que c'est. Je pense que si on tape coach dans LinkedIn, on doit en avoir quelques... Il y a des coachs sportifs. Oui, il y a des coachs sportifs. Il y a des coachs en développement personnel. Il y a des coachs en développement spirituel. Il y a des coachs déco. Il y a des coachs cuisine. Il y a plein de coachs. Des coachs de vie. Des coachs de vie, effectivement. Et je ne décris aucune de ces professions. D'accord. Si elles sont là, c'est qu'il y a un besoin. Le tout, c'est quelle responsabilité sociale, publique, a-t-on pour encadrer, structurer, réguler, pour que les clients se sentent en sécurité. L'enjeu est là. Sauf qu'à un moment donné, s'ils existent et qu'ils bossent, entre guillemets, c'est qu'il y a des gens qui les appellent et voilà. L'enjeu ou le point majeur, c'est de faire attention à ne pas profiter de certaines personnes qui sont en situation de vulnérabilité. C'est ça, d'accord ? Donc, pour revenir au DRH, qui voit un collaborateur lui demander... Voilà. Le fait de le mettre face à un coach professionnel, expert de son métier, saura si ce que la personne exprime relève du coaching ou pas. D'accord ? Théoriquement, on a, dans le code de déontologie, c'est très clair, je ne pourrais pas vous dire si c'est l'article 3, 4 ou 5, on ne doit pas aller en dehors de nos compétences. Voilà. Donc, il est important qu'il y ait une alliance entre le coach et le DRH. L'alliance, ce n'est pas de la connivence. L'alliance, c'est de la confiance. D'accord ? La confiance, je la définis comment ? C'est lorsque l'autre dit ou fait quelque chose, l'autre partie prenante est convaincue que ce qu'il dit ou ce qu'il fait, il le dit ou il le fait pour le bien du processus. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Ensuite, comment choisir un coach, juste pour finir la réponse d'avant. Ensuite, le collaborateur qui vient poser cette question-là, le DRH peut également être formé lui-même à ce qu'on appelle le questionnement puissant. Pas juste dire pourquoi, parce que le pourquoi, c'est ultra violent comme réponse. Pourquoi ? Parce que je te dis que j'en ai besoin, je me connais. Voilà. Moi, je veux dire, à un moment donné, si je vais quelque part et je dis, je rentre à 17h30, pourquoi ? Parce que j'en ai envie, mon rendez-vous dure jusqu'à 17h. Voilà. C'est, en fonction des personnes, en fait, c'est assez violent, le pourquoi. Il a une connotation inquisitrice, de justification, etc. Le questionnement puissant, ça soulève la capacité de la personne qui l'utilise, en fait, d'être empathique. L'empathie, ce n'est pas la compassion. L'empathie, c'est d'essayer de comprendre sincèrement ce que l'autre est en train de me dire. Dans mon langage, je ne suis pas en train de donner une définition universelle de l'empathie. Parce que la demande de coaching peut être une demande explicite, alors que derrière, il y a une demande implicite. Par le questionnement puissant, et il y a des formations autour du questionnement puissant. Personnellement, quand j'accompagne des DRH ou des managers, je les accompagne là-dessus. C'est clé comme outil. Ils peuvent déterminer s'il s'agit d'un besoin en formation et non en coaching, s'il s'agit d'un besoin de mentorat, s'il s'agit d'une problématique managériale, soit le manager n'est pas au niveau, soit les collaborateurs, soit lui-même n'a pas l'âme d'être manager. Ça peut soulever une problématique
privé personnel qui vient empiéter sur le pro et la personne ne sait pas comment s'en dépatouiller, elle veut pas que ça se voit au travail, etc. En fait, ça peut être juste un appel à l'aide et parfois un rendez-vous avec le manager, un échange avec le DRH suffit. Encore faut-il savoir le conduire, d'accord ? Mais une fois qu'on a validé en fait le coaching, comment on fait pour choisir son coach ? La définition du coach professionnel, un coach professionnel répond à un cahier des charges qui a été défini par une lettre d'intention co-signée par les 3 plus grandes fédérations au niveau de la Commission européenne, à savoir le MCC qui est la Fédération européenne de coaching, à laquelle j'adhère. Il y a la Fédération internationale de coaching, j'y adhérais également, et il y a qui s'appelle ICF, accessoirement, et pas accessoirement, mais autant la citer, et SF Coach, qui est la Fédération française de coaching. D'accord. La différence entre SF Coach et les deux autres, tous les professionnels de l'accompagnement potentiellement ou en devenir peuvent y adhérer. SF Coach, ce sont des coachs certifiés qui adhèrent. D'accord. On peut être coach et pas adhérer à aucune des 3 ? En fait, donc on est coach, mais on n'est pas coach professionnel, parce que la lettre d'intention stipule qu'il y a 4 points majeurs, 4 donc, sur prérequis. Quelqu'un qui écrit coach professionnel, c'est que normalement, il est adhérent d'une des 3 que tu as citées. Je vais y revenir tout de suite. J'essaie de comprendre, moi. C'est compliqué quand on n'y est pas. Ah, mais oui. Je veux bien le croire. Les 4 critères, c'est quoi ? C'est d'être certifié. Le deuxième, c'est d'être attaché à un code de déontologie, donc être adhérent d'une fédération reconnue. Troisième point, c'est d'être supervisé pour avoir un regard réflexif sur sa propre pratique. Et le 4e point, c'est de faire preuve de formation continue. D'accord. Ça, un RH, il peut le demander, un coach qui le sollicite. Il peut le demander. Ouais, Il peut le demander. L'adhésion à une fédération, quand on adhère, on paye. Quand on paye, on a une facture. Ouais. Donc ça, c'est simple. Ça peut se prouver, quoi. Quand on est certifié, on a un petit papier jaune sympa qui dit certificat, etc. Ensuite, la typologie de formation, etc., ça, c'est un autre sujet. Être supervisé. Je suis superviseur certifié. Moi-même, j'accompagne des coachs. Un coach que j'accompagne qui me demande une attestation de supervision, je la lui fais. Je fais les attestations de supervision. Je ne travaille pas gratuitement, j'ai des honoraires. Ils ont des factures. Les factures peuvent prouver la supervision et l'attestation de supervision peut prouver ça. La formation continue, c'est pareil. On a un programme, on a une convention de formation, etc. D'accord ? Ensuite, ça, j'ai envie de dire, c'est des critères rationnels. Ouais, pour moi, qui rassure. Enfin, concrètement, il va me dire, OK, j'ai affaire à quelqu'un qui est professionnel, qui connaît son métier, qui est formé, supervisé, etc. Ça, ce sont les critères. On n'a pas besoin limite de voir la personne pour les vérifier. J'exagère. Oui, effectivement. Sauf qu'ensuite, il y a, et la déontologie, le cadre, c'est que l'alliance est importante pour le coaché, pour la personne qui va être suivie. Donc, imposer un coach, c'est pas OK, en fait. D'accord. Ça se passe, c'est pas OK. La personne doit avoir la capacité à choisir son coach pour qu'elle puisse avoir pleinement confiance dans le coach. Si c'est le coach du dirigeant ou du DRH et qu'elle ne veut pas l'avoir, si ça fait 10 ans qu'il est dans l'entreprise et que la personne ne veut pas l'avoir, si elle préfère avoir telle typologie de coaching, etc. Ça existe typiquement, je l'ai vécu dans des grosses boîtes, on avait toujours le même coach ou la même coach qu'on connaissait et le RH était rassuré parce que je la connais bien ou je le connais bien. Et donc on disait au manager, tu l'appelles et puis tu cales un rendez-vous avec et puis on avance, quoi. Ça, c'est pas bon, quoi, en fait. En fait, ce n'est pas forcément à rejeter. Ce n'est pas forcément à rejeter. Parce que on a un réseau, on a tous notre réseau. Si le DRH a confiance, pourquoi pas ? Là où ça devient limite, c'est si c'est une obligation. Si le collaborateur dit moi j'en connais un autre, si le collaborateur dit alors je vais reformuler, Florent. En fait, un DRH qui est sensibilisé aux techniques du coaching doit savoir que lorsqu'une démarche de coaching est initiée, il doit au moins proposer 2 coachs, plus d'une personne, pour que le collaborateur ait le sentiment d'avoir choisi
en conscience une personne qui lui convienne. Ok. D'accord ? Ouais, très très clair. Comment est-ce que du coup ce RRH, ce DRH, il a fait appel à un coach, une coach qui a accompagné soit une équipe, soit un homme, une femme. Il y a les deux cas de figure qui peuvent exister. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité du travail réalisé par le coach et quelque part mesurer, alors j'aime pas ce terme-là, mais le retour sur investissement. Est-ce que c'est mesurable ? On est dans un monde qui est très héroïste aujourd'hui, où la data est partout, on peut tout mesurer. Est-ce qu'on peut mesurer ce genre de choses et est-ce qu'il faut mesurer ce genre de choses de toute façon ? Ma réponse spontanée, oui, d'accord. Maintenant, tu es en train de me voir réfléchir un peu. Je prends beaucoup de pincettes dans la réponse parce que le métier est en pleine structuration, régulation. C'est pas forcément quelque chose qui est enseigné de façon très didactique dans les écoles. Ce que les formations actuelles que je connais, pas toutes, j'ai pas la prétention de toutes les connaître, ce qu'elles enseignent, c'est cette notion d'objectif, d'avoir des objectifs mesurables à contractualiser, d'accord ? Et d'être sensible aux indicateurs qui vont permettre de dire que l'objectif a été atteint. L'indicateur, ça peut être le nombre de feedbacks, ça peut être un feedback 360, ça peut être la volonté d'un collaborateur à quitter l'entreprise et finalement il décide de rester. Ça peut être la prise de poste d'un collaborateur, ça peut être la promotion du coaché, ça peut être la résolution concrète d'un conflit. Personne ne s'entendait, tout le monde s'entend. Le tout est de le qualifier, d'accord ? Maintenant, la notion de ROI, elle n'est pas enseignée. Pourquoi ? Parce que ce que la déontologie du coaching dit, c'est que le coach a obligation de moyens, il n'a pas obligation de résultats. Sauf que c'est un peu comme un juriste quand il dit mon interprétation de la loi. Non, mais voilà, c'est pareil. On peut l'interpréter de différentes façons. En fait, je vais donner mon interprétation, d'accord ? Je suis pas dans la tête des autres, et vu que c'est pas défini de façon explicite, un DRH va vérifier certains critères pour choisir un coach. Le coach se doit de vérifier certains éléments au moment de la signature du contrat, d'accord ? Et donc, le fait d'évaluer que le coaching n'est pas prescrit, imposé, est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans une démarche de coaching, le coaché doit faire 70% du chemin. Quand le coach est une petite aide externe, c'est les 30% qui vont lui permettre de décoller. D'accord ? J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Tu peux me répéter la question ? Très franchement, j'ai perdu le fil, là, tout de suite. Sur la question, j'étais... attends, il faut que je m'y retrouve aussi, parce que du coup, on a un grand moment de solitude. Oui, c'est ça. C'est ouais. Bon, ça. Ouais. Oui, j'étais sur les indicateurs, en fait. Comment est-ce qu'on mesure, oui, c'est ça, est-ce qu'on mesure effectivement que le coaching a réussi ? Ok, je te regardais, tu m'as ébloui. Donc, ouais, c'est ça. Voilà. Maintenant, là où mon ancien métier, moi, m'aide beaucoup aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis ce que je suis aujourd'hui est un tout, c'est qu'en tant que directrice marketing, je faisais de l'analyse de la valeur, je travaillais le positionnement produit, et je travaillais le retour sur investissement de chaque innovation que je lançais, chaque produit que je développais. Avec des études quanti, quali, enfin, j'imagine, je ne suis pas un expert du sujet, mais j'imagine. Voilà, il y a plein de leviers marketing, okay. On ne va pas rentrer dans le détail. Non, on va pas faire, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le produit, c'est ma boîte, le produit, c'est moi. Ce que je dis aux coachs que j'accompagne, que je supervise, vous êtes le produit. Quel est votre positionnement ? C'est important. Un positionnement, c'est quoi ? C'est quoi ma cible ? C'est quoi cette tension qui fait qu'à un moment donné, je suis utile ? Les deux questions, j'ai écrit un post ce matin là-dessus et intrinsèquement, je me suis posé ces deux questions-là au moment où j'ai monté ma boîte. C'est qu'est-ce qui manquerait dans la société si mon métier n'existait pas ? Et qu'est-ce qui irait mieux dans la société si mon métier n'existait pas ? Ça, c'est important d'en avoir conscience en tant que coach, parce que le coaching est un métier social, en fait. On n'est pas là pour créer des dégâts collatéraux. Donc ça, c'est important. Donc, moi, je me pose souvent la question,
et je fais réfléchir mon client là-dessus, c'est quoi la valeur incrémentale d'un accompagnement? Et lorsqu'on parle de valeur incrémentale, ce n'est pas ce que le coaching a apporté. C'est qu'est-ce qu'il a apporté par rapport à s'il n'avait pas existé. Parce que potentiellement, quand on parle de ce que quelque chose apporte, on compare une situation A, qui est la situation de départ, par rapport à la situation B. D'accord ? Quand on parle de valeur incrémentale, c'est si on n'a pas fait, potentiellement, on peut dégringoler. Donc le gap peut être beaucoup plus grand. D'accord ? Donc ce calcul, je le fais, et sur un plan de transfo avec les dirigeants, c'est quelque chose qui leur parle, et donc ça me permet de parler avec eux le même langage parce que ça les rassure au départ. Et je leur fais très vite oublier cette notion-là parce qu'ils découvrent que le coaching est beaucoup plus puissant que ça. Le coaching, ce n'est pas des indicateurs. Les indicateurs sont là pour rassurer au départ. Je peux donner 2-3 exemples sur lesquels je travaille avec des dirigeants. Moi, en plus, je me suis spécialisée dans les business familiaux et dans les problématiques de transmission où la stratégie de l'entreprise, c'est quelque chose et la culture familiale en est une autre, et les deux sont intrinsèquement liés. Le dirigeant, je vais l'accompagner sur 1, comment apprivoiser sa vulnérabilité. 2, comment être aligné. Ce que je fais est en cohérence avec ce que je pense, est en cohérence avec ce que je ressens. Je ne le fais pas parce qu'il faut le faire. Je ne le fais pas parce qu'on m'a dit que c'était bien. Je ne le fais pas parce que dans le groupe APM, le club APM dans lequel j'appartiens, ou le groupe Germe, ou Entreprendre, tous les réseaux, mes collègues m'ont dit que ça serait bien de faire comme ça. Le ça serait bien de faire comme ça, ce sont des cases. Et depuis qu'on est petit, on nous met dans des cases. Il faut faire comme ça. Moi, personnellement, on m'a toujours dit qu'il fallait faire des études scientifiques. Ensuite, il a fallu passer les concours. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur. Ensuite, j'étais en stage. J'étais prise en CDI et blablabla, et blablabla. Les rails sont... C'est chouette, c'est rassurant au départ. Quand on se pose les bonnes questions, on se dit, est-ce qu'on a pris la bonne décision ? Donc, l'alignement est clé, surtout lorsqu'on arrive vers la quarantaine, vers la cinquantaine, à un moment où on se dit, est-ce que ça a du sens ? C'est le fameux donner du sens à sa vie. Aujourd'hui, c'est un terme qui est utilisé partout, sauf que c'est ça que ça soulève. Et le troisième point, donc il y a comment cultiver sa vulnérabilité, c'est l'alignement. Le troisième point, qui est clé, c'est faire confiance à son intuition. Voilà. Okay. L'intuition, ce n'est pas l'instinct. L'intuition, c'est basé sur l'expérience. La seule différence par rapport au raisonnement rationnel, c'est qu'on est incapable de l'expliquer de façon rationnelle. Tout ça, c'est très intéressant. Le temps tourne. Ouais. J'ai encore 83 questions. Donc, on est parti pour 4 heures d'épisode. Non, je plaisante. Mais, non, mais on pourrait faire d'autres épisodes. On en fera peut-être d'autres. Mais j'ai quand même quelque chose qui est pour moi important. Aujourd'hui, en tout cas dans certains milieux professionnels, on parle beaucoup de télétravail, de travail à distance, etc. On peut coacher une personne à distance ? Ou est-ce que toi, dans ta déontologie, dans tes pratiques, tu refuses ce genre de choses et tu préfères rencontrer physiquement la personne pour pouvoir être pertinente dans ton accompagnement ? J'accompagne de différentes façons. Donc, il n'y a pas de... Non, visio, présentiel, téléphone, D'accord. etc. Le moyen, ce que tu es en train de citer, Florence, c'est un moyen. Oui. C'est pas le sens de l'accompagnement, oui, c'est un moyen. Ça, moi, je sais le faire. Moi, j'ai commencé bien avant le Covid et la pandémie à accompagner en distanciel. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'ai pas dû m'adapter à ça. Et en fait, bizarrement, je me suis rendu compte que pour certaines personnes, l'accompagnement à distance, en visio, est beaucoup plus puissant. En fait, ce que nous a appris, par exemple, l'époque de la pandémie, en tout cas, moi, je l'ai vu en accompagnant à distance certains comités de direction que j'avais commencé à accompagner avant la pandémie, c'est que ça a révélé un nouveau type de leadership. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de sentir les gens autour d'elles, parce que ce sont des personnes kinesthésiques pour briller. Quand je dis briller, c'est pas du tout péjoratif, qui ont de l'assurance, qui sont des personnes assertives. Quand elles sont dans une salle, elles prennent beaucoup de place, et c'est OK.
Et d'autres beaucoup plus timides qui n'interviennent quasiment jamais, sauf que quand on leur pose des questions. Il s'est trouvé que ces personnes-là, le rapport de force, si on peut appeler de force, mais c'est pas vraiment de la force, c'est le rapport de posture, on va dire, s'est inversé lorsqu'on était à distance. Parce que potentiellement, pour l'un, l'écran était une protection, pour l'autre, était une barrière. Ok, d'accord. Intéressant. Si on vient sur l'avenir du coaching, comment est-ce que tu vois, alors c'est pas facile d'être Madame Irma, mais comment tu vois l'évolution du coaching ces prochaines années? J'en sais rien du tout. Est-ce que vous en tout. parlez entre coachs, entre pairs sur ce sujet? En fait, j'ai une conviction qui est que le métier est utile aujourd'hui. D'accord ? Il est utile, il y a un besoin. Ma conviction est que il y a énormément de personnes qui se forment aujourd'hui au coaching, c'est un fait, c'est pas une conviction, il y a énormément de personnes qui se forment. Et en même temps, la vigilance à avoir, et c'est pour ça que les fédérations de coaching existent. Il y a eu la création d'une branche, on s'est adossé à une branche professionnelle parce que on peut plus créer une nouvelle branche, donc on s'est adossé à la branche BETIC pour protéger justement le dirigeant coach, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants seuls en fait, etc. Et ce qui est important, en fait, c'est de réguler et de structurer. C'est surtout ça qui est important, c'est de poser un cadre. On ne peut pas accompagner nos clients sur la nécessité d'avoir un cadre pour être dans une organisation harmonieuse et nous-mêmes, au niveau de la profession, ne pas en avoir. Voilà. Sinon, il y aura un reflet et ça ne sera pas OK du tout. Il y aurait des ressources, des sites internet ou des livres que tu conseillerais à un RH qui s'intéresserait au coaching, soit pour accompagner des collaborateurs de son organisation, soit pour peut-être changer de métier et aller faire ton métier? Alors, oui, j'ai une bibliographie qui est très vaste. Voilà, si tu avais 2-3 sujets, 2-3 choses que je pourrais indiquer dans le résumé de l'épisode, que tu conseillerais, tiens, allez tout de suite voir ça, c'est ça le plus important. Ce qui m'embête dans la question, Florent, je peux te donner quelques titres, je vais le faire pour te faire plaisir. C'est gentil. Ce qui m'embête, c'est que le coaching n'est pas une formation. Oui. On ne va pas dire, par exemple, un livre sur le management. Non, mais j'ai bien compris le propos. Sauf que le coaching, il y a autant de façons de coacher qu'il y a de personnes, de coachs, et il y a autant d'approches qu'il y a de problématiques. Donc, dire à une personne comme ça que je ne connais pas d'aller lire tel livre, ça se trouve, on est complètement à côté de sa problématique. Okay. Même quand on parle d'accompagnement au changement, il y a le livre de Jim Collins que j'ai cité au départ, d'accord, From Good to Great, et en même temps, quelle est la problématique, de quel changement parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un changement de gouvernance? Est-ce qu'on parle d'un déménagement? Est-ce qu'on parle d'un changement de système SI? Est-ce qu'on parle d'un LBO où toute la direction a été mise à la porte et remplacée? Est-ce qu'on parle d'un changement, la conférence à laquelle je suis allée hier, d'un passage d'un business d'affaires à un business perma-circulaire, par exemple? Voilà. De quel changement parle-t-on? On ne va pas adapter. Et ensuite, les outils et les approches sont très vastes. J'ai eu la chance de me former à une palette de courants. C'est une décision personnelle, c'est pas ce que je conseille à tous les coachs parce que voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a la PNL, il y a la systémie, il y a l'analyse transactionnelle, il y a une foultitude de courants et en plus, je joins à cette approche, j'adore la philosophie et je me forme à la philosophie sur des questions humaines, spirituelles que je connecte au rationnel. Et donc, ça me permet en fait de comprendre aujourd'hui, encore plus qu'hier, et je suis sûre encore moins que demain, que l'être humain est complexe, que les organisations sont complexes. Juste pour revenir sur quelque chose que j'ai déjà dit, pas pendant notre échange, Florent, mais à un autre moment, que dans les années 70, on formait des ingénieurs. Et donc, on formait des experts. Et à l'époque, on parlait de beaucoup de coaching individuel ou de formation individuelle parce que l'individu expert était regardé. Ensuite, il y a eu l'avènement des écoles de commerce où on a formé des managers. Il fallait qu'ils managent ces ingénieurs, etc. Bon, je simplifie au maximum, ça n'engage que moi. Et donc, on a commencé à parler d'accompagnement collectif.
Parce que le manager, il fallait qu'il ait les billes pour, surtout quand on a une palette d'experts qui ne savent pas se parler entre eux, parce que ce sont des silos, ils ne sont pas du tout sur le même domaine d'expertise. Et là, aujourd'hui, on a besoin de quoi? De coaching collectif ou de coaching individuel? C'est le bazar total quand on voit nos organisations, parce qu'il y a eu la mondialisation, il y a eu les fusions-acquisitions, il y a la complexité humaine avec des cultures du multiculturel de partout. Et en fait, on s'aperçoit que tout ce qui est organisationnel systémique a son importance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le coaching a toute sa place, le coaching professionnel, parce qu'il a cette capacité d'être, ce que j'appelle moi dans mon jargon, être en méta, c'est-à-dire de se mettre à l'extérieur de cette organisation et de l'observer, parce qu'en fait, dès qu'il y a un élément, un sous-système qui bouge, c'est l'ensemble du système qui bouge. C'est comme lorsqu'il y a un séisme, il y a plein de petites secousses après pour que les plaques se remettent en équilibre. Donc tout l'enjeu, c'est de garder cette homéostasie, cet équilibre. Et soit on est dans des petits changements et les managers sont formés pour en général, c'est ce qu'on appelle les changements de niveau 1, soit il est nécessaire d'apporter un gros changement pour changer le schmilblick, et là on est moins préparé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont nos peurs qui prennent le dessus. On a peur de perdre son job, on a peur de perdre le pouvoir, on a peur de ne plus être aimé, on a peur de se retrouver isolé, etc., etc. C'est la nature humaine qui reprend ses droits, que l'on soit manager, directeur général, collaborateur sans équipe. Donc tout l'enjeu du coaching, et ça je ne l'ai pas dit, c'est de lever les peurs et les inquiétudes pour ouvrir le champ des possibles et permettre aux personnes d'avancer. Et pour qu'elles puissent avancer, il est important qu'elles aient un objectif. Donc le coaching va les aider à le définir si elles ne l'ont pas encore et à mettre ce que l'on appelle des routines sécurisantes. Donc le coaching est un moyen qui sécurise la mise en avant et en mouvement des personnes. Ok, mais tu m'as toujours pas dit ce qu'il fallait que je lise ou je regarde si je suis RH et que j'ai envie de devenir coach. Alors, sur l'accompagnement au changement, il y a Jim Collins, From Good to Great, ou comment passer de la performance à l'excellence. Sur l'analyse transactionnelle, il y a Berne, d'accord. Il y a les outils de coaching de Michel Moral et de Florence Lamy. Et puis, s'il y a d'autres RH qui t'appellent, qui ont un besoin de référence, tu me passes un petit mot et je t'enverrai la liste qui serait la plus adaptée à leurs besoins. C'est une bonne réponse. Et d'ailleurs, si je suis RH et j'ai envie de te contacter, je peux te contacter sur LinkedIn, tu réponds ? Je réponds systématiquement, que ça soit, quelle que soit la question, le délai de réponse dépendra de ma disponibilité. Okay. Voilà. En 2 minutes, est-ce que tu aurais une personne que tu aimerais ou une ou des personnes d'ailleurs, que tu aimerais que j'interviewe sur ce podcast, soit des professionnels, une personne professionnelle en activité, sur une fonction RH, ou une personne qui effectivement accompagne les professionnels RH sur telle ou telle verticale de la fonction? Alors, en rapport direct avec la fonction RH et qui pourrait avoir de la valeur pour les personnes qui écoutent, j'entends. Moi, il y a un nom qui me vient en tête. C'est une personne qui mériterait d'être entendue, en tout cas, et connue. Je cite son nom, Florent. Ah oui, avec plaisir. Sonia Bruno. Sonia Bruno, en fait, c'est la directrice paye chez Keolis. D'accord. Pourquoi je parle de cette fonction ? C'est que souvent, cette fonction est perçue comme ingrate, voire vécue comme telle par les personnes qui sont dessus. J'ai pas eu mes chèques vacances, pourquoi il y a 2 € d'écart et ma retraite supplémentaire, etc., etc. C'est une source, quand on reçoit le bulletin de salaire, ça peut être une source de stress pour la personne qui le reçoit, une source de stress pour la personne qui reçoit le collaborateur qui est en train de... Parce que c'est un droit à un moment donné. Et ça peut être également une source de gain considérable pour l'entreprise lorsque c'est bien fait. Ok. Tu la connais bien ? Je la connais, oui. J'aime bien une mise en relation, parce que je la connais pas, honnêtement. Très bien. Et pourquoi j'en parle ? C'est parce que c'est une personne qui est pleine d'humilité.
Je sais pas si elle acceptera, mais on verra si elle accepte. Mais effectivement, sur le sujet de la paye, aujourd'hui, j'ai pas encore réalisé d'épisode. Et je pense qu'il y a un véritable sujet autour de ce métier qui est des fois vécu un peu négativement du côté de la fonction RH, alors que c'est une fonction indispensable. Complètement. Et très technique, très, très experte en plus, sur laquelle on s'improvise pas un matin. T'écoutes des podcasts? Ça m'arrive. Ouais. Ça Est-ce que m'arrive. tu aurais un podcast ou en tout cas du contenu à nous recommander que tu aimes bien, alors qui peut être pro, qui peut être perso, qui est pas forcément purement RH ou purement entrepreneurial? Ce que je conseillerais, ça serait davantage, je ne sais pas si ça existe en podcast, mais ce sont des petites vidéos. D'accord. Qu'on va retrouver sur YouTube? Qu'on peut retrouver, oui, sur Google, vous tapez, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ce sont des vidéos HUG, H-U-G, pour Hôpitaux Universitaires de Genève. Voilà, si vous tapez vidéo hôpitaux universitaires de Genève, vous allez avoir une foultitude de vidéos sur différentes thématiques. Les références, ce sont des médecins qui en parlent et différents corps de métier, des sociologues, des zoologues, des coachs professionnels, etc. Et leurs références, ce sont les courants philosophiques, les anciens courants philosophiques, Platon, Socrate, Aristote. Moi, j'adore Aristote, par exemple. Et l'une des questions, par exemple, ça va être travail et bonheur. Voilà, on entend beaucoup parler. Je veux dire, à l'époque de Platon, on en parlait déjà. Et c'est chouette de voir comment c'est abordé. Ça peut être aussi pas le bonheur, pas le malheur, l'ennui. Et ça, je l'ai écouté en boucle. Pourquoi je l'ai écouté en boucle? Moi, quand j'accompagne des dirigeants et qu'il y en a un que je reçois dans mes locaux ici, qui vient de 3 semaines de vacances, je le vois le mercredi et il me dit « Ah non, mais je suis déjà fatigué ». Je dis « Non, ça fait 3 semaines que tu es en vacances, t'es pas fatigué ». Ça s'appelle de la lassitude. Donc, mettons les mots là où il faut. Et c'est là où je vais tirer le fil, la pelote, pour savoir d'où vient cette lassitude. Voilà. Donc ça, c'est intellectuel, c'est rigolo. Donc c'est léger. D'accord. Parce que voilà, même autour de la vie perso, il y a des thèmes comme l'amour et désir et le désir et manque. Voilà, point d'interrogation. Voilà, je vous invite vraiment à voir ça, à les voir ou à les écouter, elles sont chouettes et elles nourrissent et elles élèvent. Ok, un grand merci Dalila, un grand merci pour ton temps, pour ton énergie, pour tes conseils. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci à toi, Florent. Oui, j'ai été challengée sur les questions. Merci à toi. Je ne les envoie jamais en avance. Donc voilà. Merci Dalila. Et puis à tout le monde, à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcasts ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!